vous avez quand même eu d'autres profils assez intéressants comme l'ONU. Comment est-ce qu'on fait pour bosser avec l'ONU? Donc c'est une initiative de l'ONU qui s'appelait Mhm. UNIT-Life à l'époque. UNIT-Life était une agence de l'ONU. Ils avaient envie de faire une levée de fonds avec des NFT, mais c'était une vente aux enchères. C'était à l'époque, hein, c'était il y a peut-être 4 ans maintenant. Et ça, c'était pas notre client direct, on les a eus par le biais d'un partenariat. Le partenaire nous connaissait déjà très bien, donc il a décidé de travailler avec nous. On s'est occupé de développer la plateforme, plus les NFT, plus la partie mécanisme d'enchères. C'était un side project, on va dire, de Unit Life qui était assez marrant à faire. C'était pas, on va dire, j'ai pas contacté l'ONU directement pour. Ouais, ça, c'est une belle étiquette quand même. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur Débrouillard, le podcast où on continue de décortiquer l'entrepreneuriat sous toutes ses coutures. Ici, on parle de business, de stratégie, d'état d'esprit. Surtout, on vous donne des clés actionnables pour scaler vos projets. Il a lancé sa première agence tech à 20 ans. Il a failli perdre un gros client pour une erreur de recrutement. Il a pivoté vers le Web 3 avant tout le monde. Et aujourd'hui, il vit à Dubaï où il construit un écosystème Web 3 mondial. Mon invité du jour, Marwan Lahiri, entrepreneur, stratège, fondateur d'Avicen Studio et bâtisseur d'Alliance. Si vous pensez que l'IA, le Web 3 ou Dubaï sont des buzzwords, vous allez déchanter. Aujourd'hui, on décortique le vrai jeu qui se joue dans l'ombre des agences et des builders. Bienvenue sur Débrouillard. Je suis super content de te recevoir aujourd'hui, Marwan. Tu vas bien? Avec plaisir, merci beaucoup Guy. Ouais, je vais très bien et toi? Ça va, super. Il y a des choses qui manquent dans ta présentation. Comment est-ce que toi, tu te présentes pour des personnes qui te découvrent pour la première fois? Ouais, bah écoute, moi c'est Marwan, je suis cofondateur de 2 agences aujourd'hui. La première, Avicen, que tu as décrit, qui est une agence de développement spécialisée dans les sujets Web3, que j'ai monté avec mon associé Adam depuis 5 ans maintenant. On est aujourd'hui entre Paris et Dubaï, donc on a des bureaux à Paris et des bureaux à Dubaï. Et Avros, qui est une agence d'automatisation de process, Start Automations, implémentation d'agents IA aussi, qu'on a monté maintenant depuis quelques mois, un sujet qu'on développe depuis 1 an maintenant. Donc voilà, donc ouais, entre Paris et Dubaï, comme tu as dit, et évoluant dans la tech. Super. Toi, tu viens plus d'un parcours tech et finance à la base. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ta première agence? Peut-être qu'on peut revenir un peu. C'est quoi ton background pour être beaucoup plus précis? Ouais, bah moi j'ai fait un parcours d'ingénieur assez classique en France, mon associé aussi. Donc j'ai un diplôme d'ingé en informatique et finance de marché. J'ai jamais vraiment exercé dans ce milieu-là. J'étais passionné de technologie et la finance m'intéressait beaucoup. Et la blockchain et les cryptos sont un peu un bon mélange des deux, parce qu'on retrouve beaucoup de finance dans la blockchain, dans Web3 en général, et de la tech tout simplement. Donc j'avais un gros désir d'entreprendre, mon associé aussi du coup. Et quand on s'est lancé en entrepreneur, on a fait plein de choses différentes, jusqu'à lancer Avicen. J'ai jamais eu l'occasion de faire autre chose en vérité, puisque on a lancé ça à la fin de nos études, donc pile à la fin. Et on a fait que ça depuis. Donc c'est rapidement devenu une agence Web3 où on accompagnait des boîtes. Donc franchement, pas trop de parcours dans la finance pure classique pour moi. Je me suis rendu compte que c'est pas un truc qui m'intéressait énormément. Et enfin, ça m'intéressait, mais Tu parles de la finance traditionnelle? ouais, la finance Ouais. traditionnelle, exactement. Par contre, le fait d'ajouter un peu une brique technologique dedans et d'essayer un peu d'aller voir dans le futur de la finance, donc c'est un peu on va dire la promesse du Web3 en règle générale, bon, une des promesses parce qu'il y en a plusieurs. Ça m'a beaucoup touché, du moins ça m'a beaucoup parlé. Et donc c'est pour ça qu'on est là-dedans depuis maintenant 4 ans et demi, quoi. Yes. Tu as cofondé justement Avicen Studio avec Adam Alep. Comment s'est faite cette rencontre? Il était dans la même école que toi parce que là, tu dis que vous avez lancé direct après votre diplôme. Bon, on a lancé même avant notre diplôme en réalité. OK. Donc ouais, on s'est rencontrés en école d'ingé. En première année d'école d'ingé, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées aux inscriptions. Et ça s'est fait très naturellement. On avait pas mal de points communs, une ambition un peu similaire. Et pendant toute la durée de la scolarité, on a lancé pas mal de choses ensemble. On a fait un peu
un peu d'e-commerce, on a fait pas mal de développement d'applications, on a fait de l'entrepreneuriat de plusieurs formes différentes jusqu'à tomber sur le modèle agence qu'on a découvert un peu par hasard, en vérité. C'était pas notre objectif de base. Et finalement, ça nous a plu et puis on a décidé de se mettre à fond là-dedans et de devenir vraiment, de pousser le modèle agence jusqu'au bout et d'en faire quelque chose de grand. Et donc, c'est ce qu'on fait. Donc, si on voit un petit peu la, la phase de bascule, comment tu tombes sur le Web3, sachant que tu viens d'un parcours quand même assez classique. Quels sont tes premiers points de contact avec le Web3? Euh, un peu comme tout le monde, je dirais, la crypto est un sujet qui a intéressé beaucoup de gens à l'époque. Donc, on s'intéresse un peu à ça, on achète, on vend des cryptos. On se dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Mhm. Puis finalement, euh, il n'y avait aucun parcours qui menait au Web3, en vérité, à l'époque. Donc, on était en fin 2019, 2020. Il n'y avait aucun parcours académique qui menait vers le Web3. Donc, c'était uniquement, on va dire, de la découverte en autodidacte, plus de l'intérêt pour la technologie et un désir de construire des choses. Donc, nous, on avait une agence à l'époque. Donc, Avicenne Studio était à l'origine une agence qui développait des plateformes pour des startups, donc, comme ce qu'on fait aujourd'hui, mais pour des startups classiques dans le Web2. On a fait des rencontres, comme tout dans la vie, ça s'est fait par le biais de rencontres. On a rencontré des gens qui travaillaient dans le Web3, qui bâtissaient des projets avec de la crypto, avec de la blockchain, dont une boîte qui s'appelait Retrieve à l'époque, qui faisait un projet de application de paiement avec la blockchain. Et donc, on a rencontré le fondateur, on a commencé à sympathiser et travailler ensemble. Et de cette voie-là, on a commencé à intégrer l'écosystème Web3 à Paris à la base. Étant un petit écosystème, on a rencontré beaucoup de gens très rapidement. On s'est fait un nom assez rapidement dans l'écosystème français, parce qu'au final, tout le monde se connaissait et les recommandations allaient assez vite. C'est aussi par désir personnel, parce qu'on avait aussi un projet perso en lien avec la blockchain. Donc la rencontre s'est faite par ce biais-là à l'origine. Et donc voilà, après de fil en aiguille, par le biais de plusieurs rencontres à la chaîne, on a commencé à intégrer cet écosystème et à proposer nos services à l'écosystème Web3 français à l'époque. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Comment vous peaufinez ça? Est-ce qu'au début, c'est clair sur le type de prestations que vous proposez ou alors c'est quelque chose que vous avez drafté au fur et à mesure? En fait, c'était quoi les gros défis dans les premiers mois, en tout cas la transition entre les services que vous proposez en Web2 versus Web3? Bonne question. Honnêtement, il n'y a pas eu de grande différence. On avait déjà quand même assez bien drafté nos offres dans le Web 2 à l'origine. Donc, on a fait un peu l'équivalent dans le Web 3. Maintenant, les seules différences, c'était dans la flexibilité de ce qu'on pouvait proposer. Et ça, c'était un gros apprentissage dans le Web 3 à l'origine. Typiquement, on travaille avec beaucoup de startups qui étaient assez early stage à l'époque. Donc, il fallait être très créatif sur la manière de vendre les services. À l'origine, on proposait un chiffrage par projet. On s'est vite rendu compte que c'était un peu se tirer une balle dans le pied parce que souvent les projets changeaient énormément, les specs n'étaient pas les mêmes du début à la fin et on n'avait pas la flexibilité de donner au fondateur le droit de changer d'avis. Ou bien s'il changeait d'avis, c'était problématique pour nous parce qu'on avait cherché quelque chose qui au final s'avère être plus vrai et il fallait complètement refaire. En plus, voilà, on était très perdants sur le sujet. Donc ce qu'on a fait, on a drafté une nouvelle offre qui n'était pas que pour les projets Web3, finalement, mais qui s'avérait ultra pertinente pour eux, c'était d'offrir de la flexibilité maximale, donc un chiffrage au temps passé. Donc c'est très classique dans le service, c'est le modèle qu'ont les ESN, mais la différence ici, c'est que nous, on apporte une expertise, plus du conseil, plus tout ce qui va avec, plus notre réseau. Et le Web3, c'est un monde qui est assez communautaire, donc on ne peut pas arriver en approche d'un service avec du simple développement classique. Ça peut se trouver assez facilement. Maintenant, ce qu'il faut offrir, c'est de la vision, il faut offrir une qualité de service plus grande et surtout, on va dire, plus d'accompagnement. Nous, avec tout ce qu'on voit dans l'écosystème, toutes les boîtes qu'on accompagne, on arrive aujourd'hui à avoir une vision un peu plus large que certains fondateurs sur ce qui se passe dans le milieu et donc les conseils sur ce qu'on a vu à droite à gauche et pas juste leur offrir du service de développement. Donc, c'est un peu ce qui paye en travaillant avec nous. Les cookies, ça compte?
Pas du tout. Ouais, exactement. J'allais y venir. Justement, dans le 3, c'est assez. Quand je parlais de flexibilité, il n'y a pas que l'equity dans le 3, il y a aussi la partie crypto. Ce qui fait qu'on voit beaucoup de boîtes qui se finançaient, en tout cas à l'époque, en crypto avec des SEO. Ça n'existe plus trop maintenant aujourd'hui, mais il y a toujours beaucoup de boîtes qui se financent par le biais de la crypto qu'ils créent. Et dans la crypto que lance l'entreprise, il y a souvent une part qui est dédiée à la team. Et donc, nous, en arrivant en tant que prestataire, C'est automatique ou alors en général? c'est très souvent le cas en tout cas. Mm. En tout cas, dans la majorité des cas, comme une entreprise, en vérité, comme si une entreprise entre en bourse, a toujours une part de la boîte qui est réservée aux fondateurs, donc initialement, et tu as l'autre part qui est dédiée au marché public. Donc, c'est un peu le cas dans les startups crypto, où il y a du coup, euh, euh, c'est pas de l'equity, mais c'est de la crypto du coup. Une part qui est dédiée aux fondateurs, une part qui est dédiée pour le marketing, une part qui est dédiée pour les marchés lorsque la crypto sera listée. Et donc, nous, quand on arrive à travailler avec ces boîtes-là, souvent, ils ont une offre pour les prestats avec qui ils travaillent, comme si on était des salariés de la boîte, avec un plan de crypto à donner aux personnes qui travaillent avec. Donc, voilà, il fallait être assez créatif. Souvent, tu avais des boîtes qui nous demandaient voilà, de réduire la facturation avec de l'equity en échange. D'autres qui proposaient equity plus token, d'autres qui proposaient la facturation plus token avec une réduction des coûts, ou bien même réduction de la facture, décalage après la levée des fonds. Donc, on fait une partie maintenant, une partie après la levée, plus une part en token. Il fallait être très créatif en fonction des boîtes avec qui on travaille, quoi. Flexible surtout. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. Et quelle était la stratégie justement pour signer ces premiers clients-là? Est-ce ils n'avaient pas tendance plutôt à aller voir des gens qui avaient déjà peut-être du bagage, de la bouteille, versus vous, même si vous aviez des profils techniques, vous n'aviez pas forcément, j'imagine au début, du track record, je sais pas, de la preuve sociale de ce que vous auriez déjà eu à exécuter par le passé? Disons que dans la mesure où on avait participé à un projet à l'époque, on avait déjà un peu, un pied dans l'écosystème. Maintenant, pour signer d'autres projets, ce qu'on faisait, c'était, on allait, voir des boîtes qui étaient déjà en place, plus ou moins. On avait des partenariats avec eux. Donc, souvent, c'est de la sous-traitance et après, quand on allait démarcher des boîtes, on avait déjà on va dire des références à montrer en disant qu'on a bossé en sous-traitance avec cette boîte-là ou bien on se faisait présenter. Donc après, c'était beaucoup, beaucoup de bouche à oreille, le Web3. Ça l'est toujours aujourd'hui, mais à l'époque encore plus. Donc voilà, c'était, on allait voir des boîtes de l'écosystème qui étaient complémentaires à nous. On essayait d'avoir des partenariats avec eux. Ça pouvait être tout type de boîte, hein. On a bossé avec, en partenariat avec des avocats, avec des VC, avec d'autres agences aussi, beaucoup. Et vu que c'était un marché qui était en croissance, même les agences de dev à l'époque, qui étaient plus grosses que nous, avaient Mhm. besoin de main-d'œuvre supplémentaire. Et c'était très compliqué de trouver des gens qui avaient la connaissance du Web3 à l'époque, comparé à maintenant. Et donc, ce qu'ils faisaient, en général, lorsqu'une agence avait des besoins de développement, elle venait nous voir et nous, on les accompagnait, on les aidait en apportant de la ressource supplémentaire. Donc, au début, c'était beaucoup comme ça. Après, c'était beaucoup aussi d'événements et c'est un marché de confiance, en fait. Donc, on travaille avec les gens uniquement parce qu'ils nous font confiance et inversement. Et donc, à force de croiser les gens, à force de discuter avec eux, d'où le fait de participer à beaucoup d'événements dans l'année, ça fait que ils finissent par nous faire confiance, pour nous donner une chance. Et ensuite, nous, on prouve. Une fois qu'on a prouvé, et ben là, c'est parti. Nice. Vous êtes combien aujourd'hui au On, sein de l'agence? Enfin, je parle d'Avicen Studio. ouais, on est une quinzaine aujourd'hui. 15 ans, ok. Et vous parlez publiquement de vos chiffres? Non, on n'en parle pas publiquement. Un jour peut-être. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée du volume d'affaires? On va dire qu'on est entre 800 000 et 1,5 million. Ok. Si les mêmes équipes qui bossent au niveau d'Averos, on va rentrer en détail plus tard sur ce que vous faites avec Averos. Ça peut être les mêmes. Ça n'est pas forcément le but, c'est de créer vraiment deux équipes différentes. Mhm. Maintenant, il y a des grosses complémentarités entre les clients. Typiquement, on a des clients sur Avros, par exemple, qui vont avoir besoin de développement custom. Donc là, les devs d'Avicen peuvent servir à développer une plateforme ou quoi pour les clients d'Avros.
Et inversement, là, on a eu récemment des clients crypto qui voulaient automatiser des sujets chez eux dans la data. Il y avait pas mal de dashboards à automatiser. Et typiquement, c'est un sujet qui peut être à la fois Avicenne et Avros. Donc, en fait, il y a beaucoup de complémentarité. Les Mhm. équipes ne sont pas les mêmes, mais il y a du travail en commun avec les deux boîtes, ouais, carrément. Super. J'imagine que les équipes sont dans des time zones différentes. Même pas forcément. La plupart de Bref, nos... vous n'avez pas de bureau, quoi. Sur Avros, Sur que ce soit Davis, sur les deux, ici, vous on a un... avez des bureaux. Ah, vous avez on des a un- bureaux physiques? Ok. bah, je suis au bureau là, en ce moment. Ah, d'accord. Je croyais que c'était genre Coroquine, peut-être. Ok. On a des bureaux dans Paris, dans le 10e. Ah, d'accord. Ça veut dire que vous avez des collaborateurs qui se rencontrent, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah, super. Ah, tu parles souvent tu racontes souvent un peu le partenariat avec Consensus. Comment ce deal a changé la trajectoire d'Avicenne? Peut-être tu peux déjà dire c'est quoi cette structure et comment est-ce que ce deal-là a eu un impact sur Davicenne aujourd'hui? Ouais, moi j'en ai parlé un peu dans la vidéo avec Oussama à l'époque. Consensus, c'était un de nos premiers partenaires, donc il y a maintenant 3 ans et demi ou quelque chose comme ça, même 4 ans peut-être. Donc à l'origine, c'était un partenariat où nous, on offrait des services aux startups que Consensus incubait. À Mhm, l'époque, Consensus avait un programme d'incubation et investissent dans des boîtes, ce qu'ils font toujours d'ailleurs. Donc nous, on voulait arriver en complémentarité et offrir nos services de développement aux boîtes que eux accompagnaient. mhm, Euh, L'avantage avec ce partenariat, c'était surtout d'avoir un nom comme Consensus en tant que partenaire et de rassurer un peu les boîtes avec qui on pouvait collaborer en disant voilà, Consensus nous fait confiance, travailler ensemble. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Consensus, c'est une des plus grosses boîtes, si ce n'est la plus grosse entreprise dans le Web3. Donc, c'est eux qui ont. Donc, c'est un groupe euh, qui a des boîtes dans son portefeuille. Et donc, parmi les boîtes de Consensus, parmi les produits en tout cas de Consensus, parce que c'est une entreprise qui développe des produits et euh, qui, euh, voilà, qui propose ses produits à l'écosystème Web3. Donc, il y a MetaMask qui est le plus connu, qui est le wallet crypto. mhm, D'autres comme Infura et une blockchain qui s'appelle Linea. Et voilà, donc ça, on va dire, il y a des gros produits qui sont de la marque Consensus. Et sinon, dans leur portefeuille, ils ont quelque chose comme 800 boîtes, il me semble, dans lesquelles ils ont des participations. Donc, à l'origine, Consensus était un partenaire. Aujourd'hui, c'est un client depuis plusieurs mois. Nous, on les aide à développer des solutions aujourd'hui. Notamment, on n'a pas communiqué publiquement encore là-dessus, mais voilà, on développe en tout cas ce qu'on appelle le Linea Build et le Linea Hub, qui sont deux produits de Consensus pour Linea. Donc, ils ne sont pas encore sortis. Enfin, en tout cas, au moment où on discute, ils ne sont pas encore sortis. Le Linea Hub est terminé, il sera sorti, je pense, fin du mois. Et Linea Build bientôt aussi, je pense, dans les prochains mois qui arrivent. ok. Et comment est-ce que le fit s'est fait? Comment est-ce que vous avez pu rentrer? Parce que là, on est quand même dans le top du top de ce qui peut se faire. Comment est-ce qu'on les a signés? Ouais. Euh, c'est, Franchement, c'est le fruit de rencontres, encore une fois. Euh, donc, c'est assez fort, on va dire, une fois qu'on est dans l'écosystème et qu'on essaie de faire entre guillemets, hein, du bon travail, donc ce que tout le monde, en fait, essaie de faire, mais, euh, mais euh, on avait une boîte partenaire avec qui on travaille pas mal, qui était une boîte qui fait du design. On a collaboré sur un client en commun qui s'appelle Lingo, qui était une des plus grosses social fi ever, je pense. Et donc, Consensus avait pour ambition de faire une plateforme de prize. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une plateforme avec des quêtes que les gens remplissent et gagnent des points. Et ces points-là peuvent être convertis en tokens plus tard. Donc, en fait, ça incite les gens à utiliser la blockchain Linea, plus du cashback avec la carte bancaire MetaMask. En fait, il y a plein de sujets. Donc, en soi, c'est une plateforme de prize avec voilà, des quêtes, etc. On avait fait ça pour une boîte qui s'appelle Lingo, ça avait cartonné. Et Consensus voulait faire un truc similaire. Et donc, pour faire un truc similaire, autant parler aux gens qui l'ont déjà fait. Et donc, c'est venu vers nous directement comme ça. Et c'était un peu de la chance, on va dire, parce que c'est une boîte qui est quasiment impossible à approcher parce qu'on ne sait pas à qui parler, c'est une boîte énorme. Donc ça, c'est dur de les signer en client, mais ça s'est fait comme ça. Et maintenant, on est
on bosse bien avec eux, on va dire. Ouais. Est-ce que toi, avec le recul, je sais pas si c'est quelque chose que tu as théorisé, euh, tu aurais une approche que tu pourrais conseiller pour pouvoir bosser avec des gros poissons comme ça? Comment est-ce que moi je peux faire pour me rapprocher en fait euh, des, euh, des structures qui de base ne sont pas amenées à discuter avec des gens comme moi, quoi? Euh, c'est une bonne question. Je suis pas sûr d'être la meilleure personne pour te conseiller là-dessus. Euh, je pense qu'un excellent sales serait meilleur que moi pour te conseiller. Maintenant, ce que je peux te dire, euh, c'est toujours un jeu de relations dans tous les cas. Donc, il faut essayer de cartographier un petit peu qui sont les décideurs d'une boîte et quelles sont les personnes les plus simples à contacter qui peuvent t'amener le plus proche possible de ce décideur-là. Comment est-ce que, quels sont les événements auxquels ils participent, par exemple? Est-ce que tu peux faire les mêmes? Est-ce que tu peux essayer d'être intéressant pour lui? Euh, Est-ce que, par exemple, il n'y a pas le podcast, typiquement, que tu fais, c'est un excellent moyen de rencontrer du monde, tu vois? Est-ce que, C'est pas faux. tu vois, ça, c'est un truc que nous, on n'a jamais fait. Enfin, j'ai jamais créé de podcast, tu vois, donc je connais juste des gens qui en ont et qui me disent que c'est un cheat code exceptionnel pour se construire un réseau. Donc maintenant, comme tu le fais pour le podcast en essayant de ramener du monde et de discuter avec eux, est-ce qu'il y a autre chose qui peut intéresser les gens et qui peuvent leur permettre de donner un peu de temps sans pour autant avoir les invités à un podcast? Donc, je ne sais pas ce que tu peux trouver, mais ce qui est sûr, c'est que euh, c'est toujours un jeu de relations. Qui est-ce que tu peux contacter? Qu'est-ce que tu peux leur offrir? Je connais forcément des gens qui sont en relation avec ces personnes-là. Donc, demander des intros. Le meilleur moyen d'avoir des bons contacts, c'est d'avoir des contacts par introduction. J'ai rarement eu des clients intéressants. Du moins, j'ai rarement eu des gros clients par un message froid direct. Tu vois. À froid. Ouais, je crois que c'est jamais arrivé. Par contre, les meilleurs clients que j'ai eu, c'était toujours par recommandation. Soit je la demande, soit on me l'a fait. Nice. Intéressant. Ouais, merci. Il y a des trucs quand même intéressants à la creuser. J'avais pas encore théorisé le truc comme ça. C'est quand tu le dis là que je me rends compte que effectivement, via le podcast, il y a plein de trucs que j'ai pu faire, soit avec des invités qui m'ont mis en relation, soit avec des invités avec qui on a peut-être fait du business ou qui sont devenus clients. Donc, mais bon, je ne l'ai pas théorisé comme ça parce qu'à la base, quand j'invite quelqu'un, c'est vraiment parce que ça m'intéresse ce qu'il fait, son parcours. Et puis, ouais, je dirais que c'est beaucoup plus un moyen pour moi de me payer un MBA gratuitement, si tu veux, pour apprendre directement. Tu vois, et puis, mais j'ai pas, enfin, c'est toi qui attire mon attention sur le fait que, ah ouais, peut-être on n'est pas loin de justement accoster des profils qui, de base, n'auraient jamais adressé la parole. Du moins, on ne fréquente pas les mêmes univers, quoi. Ouais, il y a un truc enfin, il y a plusieurs trucs qui sont bien, c'est les événements. Par contre, faut faire attention parce qu'on se perd souvent dans les events, dans la mesure où. Ouais, je dis ça dans le sens où il y a plein d'entrepreneurs qui croient travailler vraiment quand ils font des events, mais finalement, quand tu regardes à la fin, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, les petits événements sont ultra intéressants et ça peut être même petit au point où c'est un dîner est un bon moment de créer de la relation business. Et ça peut être un dîner que tu organises, par exemple. Tu vois, typiquement, tu as des gens que tu veux target, que tu veux signer un client, et bah, tu peux. Nous, on l'a fait quelques fois. On organise des dîners avec des prospects, des clients, des partenaires. Et donc, pas plus de 15 personnes bien qualifiées. Et là, tu crées des opportunités spectaculaires. Et un truc intéressant, c'est de créer, enfin, quand tu fais ces dîners-là, ou événements, peu importe, hein, ça peut être un brunch ou quoi que ce soit, Mhm. euh, peu importe la forme que ça prend, il faut que dans les gens que tu invites, il y ait des synergies entre eux et que ce soit pas que pour toi. Et donc, une fois que tu fais ça, si c'est Les que personnes aient éventuellement un intérêt à se rencontrer, même pour faire du business entre eux, quoi, ouais, indépendamment du fait que toi, tu gagnes quelque chose ou pas, quoi. exactement, il faut que dans tous les cas, les personnes soient intéressées de venir, que tu sois là ou pas. Et donc, si jamais tu arrives à créer des opportunités comme ça,
eux, dans tous les cas, ils sauront que c'était toi à l'initiative et et si c'est pas, voilà, ils oublieront pas, tu vois? Et donc ce sera beaucoup plus simple pour toi ensuite de tirer un peu ton épingle du jeu et en plus de ça, tu aurais été utile à ces personnes-là. Donc moi c'est ma manière de travailler en tout cas. J'aime bien les dîners, et les rencontres pour favoriser les échanges business, tu vois? Nice. Ah, c'est vraiment intéressant. Ça me donne des idées, en tout cas. Euh, si on rentre un petit peu pour... c'est que je sais qu'il y a des profils qui sont pas forcément initiés à ce que c'est que le Web3. Est-ce qu'on peut rapidement définir ce que c'est? Toi, tu parles souvent, tu dis que le Web3, c'est une langue, c'est une culture, c'est une communauté. Est-ce que au travers de ces terminologies-là, tu peux nous expliquer un peu ce que tu entends par là? Je crois que ce serait une Ouais, bonne entrée à la matière pour les gens qui découvrent ou qui regardent ça de loin, tu vois. ouais, bien sûr. Le Web3, c'est, donc on parle du web souvent en Web 1, Web 2, Web 3. Donc ce que c'est tout simplement l'état dans laquelle on est actuellement. Donc le Web 1, c'était les tout débuts du web avec le web en écriture seulement, donc les blogs, uniquement les pages où on pouvait lire des informations, donc le web de l'information. Après, le web 2, c'est le web social, où on avait l'avènement des réseaux sociaux, des forums, des gens qui discutent sur Internet. Donc, vraiment, en fait, le web comme on le connaît actuellement. Et le web 3, on va dire, c'est une branche du web 2 dans laquelle il y a de la propriété digitale. Donc ça s'articule par les cryptos, les NFT, la blockchain. Donc c'est favorisé par la blockchain, c'est pas uniquement la blockchain qui a fait que le Web3 existe, mais disons que cette notion de propriété digitale a été fortement poussée par l'avènement des crypto-monnaies. Mm, mm, Donc voilà, c'est principalement ça. Et donc dans le Web3, on va trouver plein de sous-branches dans lesquelles on va trouver le métaverse, le paiement, la DeFi, donc la finance décentralisée, et plein d'autres choses. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, si tu veux, dans le Web3, il y a pas mal de branches auxquelles nous on croit particulièrement. Et dans celle-ci, celle dans laquelle on croit le plus, c'est le paiement et mm, la finance décentralisée. Et donc, aussi, on va dire, la tokenisation d'actifs. Donc, ce qu'on appelle la tokenisation de RWA, Real World Asset. On entend parler de tokenisation immobilière, de tokenisation d'œuvres d'art, etc. Ça rentre dans ce cadre-là. Mais il ne faut pas oublier que ça reste uniquement un outil qui n'est pas forcément le bon tout le temps. Et voilà, donc c'est pas une croyance. Il y en a qui ont tourné ça en croyance limite religieuse. Non, ça reste juste un outil et des fois c'est utile, des fois ça l'est pas. Donc et nous on construit là-dedans, quoi. yes. Super intéressant. Je propose qu'on se concentre un peu sur juste la brique du paiement. Toi, qu'est-ce que tu vois dans ça? Quels sont les enjeux? Quels sont les blocages aussi? Parce que on est quand même condamné. Enfin, j'ai l'impression qu'à un moment, tu es obligé de revenir quand même dans la finance traditionnelle, qu'on ne peut pas rester complètement dans la finance décentralisée. C'est-à-dire, Mm. même si tu réussis à récolter en tant que euh, entreprise, en tant que structure qui facture ses prestations, ses clients en crypto, à un moment donné, pour certains produits, tu es obligé de payer avec de la monnaie fiduciaire. Et Mhm. forcément, il y aura des considérations fiscales, oui. Et je sais pas, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comment est-ce que tu vois les choses évoluer? Est-ce que tu penses qu'à un moment, on va rester exclusivement fermé dans ce truc-là où il faudra filer deux Euh, le sujet du paiement avec la partie crypto, il y a des sujets qui sont, enfin, il y a des moments où c'est extrêmement utile et d'autres où ça l'est un peu moins. Euh, Étant en Europe, typiquement, on n'a pas trop euh, on se rend pas exactement compte à quel point ça peut être utile et les cas d'usage qui sont inhérents à ces technologies-là. Je vais donner quelques exemples. Pour les paiements transfrontaliers, par exemple, entre euh, un pays d'Europe, typiquement la France, et un autre pays à l'autre bout du monde, la Chine, un pays d'Afrique, les États-Unis, etc., l'Amérique latine, c'est extrêmement long, c'est compliqué. On se rend vite compte que l'argent ne nous appartient pas vraiment.
Et donc là, utiliser de la crypto pour un paiement comme ça règle pas mal de sujets. Déjà, c'est instantané et tu as juste besoin d'une connexion Internet. Et en plus de ça, tu peux envoyer de l'argent n'importe où dans le monde. Nous, en Europe, on le voit pas trop. Par contre, si c'était dans un pays en guerre, c'est dans un pays dans une situation où la monnaie a une forte dévaluation, comme pas mal de pays en Amérique latine, comme beaucoup de pays en Afrique aussi, là, l'usage de la crypto devient extrêmement intéressant. Déjà, on se rend compte, mine de rien, que dans ces pays-là, les gens sont très éduqués au sujet, contrairement à beaucoup de gens en France. Tu vois, au Kenya, par exemple, je sais que je connais pas mal de boîtes qui bossent sur des sujets de paiement en crypto au Kenya. J'en connais plein d'autres aussi qui font ça en Amérique latine. Et bah, les gens sont conscients de l'usage. Et donc, envoyer un paiement d'un pays à l'autre devient beaucoup plus simple. Acheter quelque chose en crypto aussi devient beaucoup plus simple. Et surtout, ça permet aux gens dans ces pays-là de travailler avec des boîtes étrangères en remote. Donc, ça ouvre les portes à énormément d'activités qui étaient impossibles à l'époque. Je connais par exemple des freelances en Amérique latine qui se font payer en crypto parce que ils auraient été incapables de recevoir l'argent d'une manière différente. Donc voilà, ça ouvre des portes à beaucoup de choses. On ne sait pas encore, on va dire, comme tu dis, il y a forcément besoin un jour de revenir à de l'argent fiduciaire pour réguler les achats du quotidien. Mais ça ouvre quand même des portes qui n'étaient pas possibles avant, quoi. Yes. Ouais, ce que tu dis est ultra pertinent. Quand je regarde, par exemple, aussi le Nigeria. Moi, je viens du Cameroun et nous, on y voit ça avec le Nigeria. Ils ont un marché crypto qui est ultra développé, ultra. Je dis, c'est au point où tu arrives dans des marchés, tu vois, des marchés un peu informels là, avec des mamans et tout ça, mais elles savent comment est-ce qu'elles peuvent faire des transactions en crypto, quoi. Donc, il y a à un moment pour des besoins de Bitcoin, en tout cas à l'époque, quand je bossais avec une partenaire, ben, on se fournissait en Bitcoin au Nigeria, en fait, parce qu'ils avaient beaucoup plus d'épargne, parce qu'ils épargnent leur argent en crypto, parce que vu que là, le Naira perdait beaucoup en valeur, ils préféraient épargner en crypto, en Bitcoin, et ce qui fait que dans la sous-région, c'était compliqué de se fournir en Bitcoin, vu que pour acheter à l'extérieur, il faut que tu aies une fiduciaire comme le dollar ou l'euro qui n'est pas forcément accessible pour les gens qui sont en Afrique centrale. Mais par contre, au Nigeria, ils avaient des Bitcoins hein, que tu pouvais acheter avec ta monnaie fiduciaire du franc CFA. Donc, ça circulait facilement là-bas. Ça restait forcément informel. Donc, c'est plus facile de se faire arnaquer si tu ne passes pas par une plateforme un petit peu comme ce qu'on peut avoir en Occident. Mais la difficulté, ça reste quand même, quand tu es en Occident, le fait que dès lors que tu veux passer dans la monnaie fiduciaire, tu es obligé d'utiliser un processeur qui va te demander un KYC. Je ne suis pas contre, mais qui, via ce KYC, va te mettre, par exemple, des plafonds où tu ne peux pas retirer de telle somme à telle somme. Et puis, je me demande si au bout d'un moment, est-ce que tu peux pas te retrouver avec une grosse fortune qui est bloquée en crypto, quoi. Ouais. Bon, après, il y a toujours des solutions d'aller récupérer l'argent dans un pays étranger. Mais Euh, tous, ils utilisent ce type de plateforme. Enfin, Comment je n'ai pas l'expertise, c'est du peu que je connais. La plupart de ces plateformes-là, elles sont régies et elles obligent, je pense, à chaque fois de faire des KYC, si je ne Ouais, m'abuse. bien sûr, ouais. C'est Ouais, vrai qu'il y a des structures de change. Je sais qu'à Dubaï, il y a des structures où, sans faire du KYC, tu peux instantanément faire la transaction et on te donne peut-être l'argent en cash. Mais en général, pour les plateformes en ligne, je crois que tu es obligé de passer par des ouais, bien plateformes. sûr. Ouais, toujours. Toujours, toujours. Ouais, c'est obligatoire. De toute façon, après, c'est normal, il y a des procédures euh, réglementaires de AML, CBFT, etc. Donc, anti-blanchiment d'argent. Euh, Mhm. et donc, les plateformes sont obligées de récupérer les informations d'identité des gens qui sont sur leur plateforme. Mais normalement, ça pose jamais, parce que nous, on n'a jamais de problème à ce niveau-là. Donc, mais je sais que des fois, ça peut être compliqué. Yes. Donc, une fois qu'on a défini tout ça, j'aimerais savoir
pour boucler un petit peu sur Avicenne, vu que vos prestats, vous avez beaucoup évolué avec le temps, ça fait presque 5 ans. Qu'est-ce que vous proposez exactement aujourd'hui avec Avicenne? C'est quoi votre proposition de valeur, votre offre à 360 degrés, comme tu aimes souvent bien le dire, quoi, pour vos clients? Ouais, alors nous, notre expertise, elle est majoritairement et uniquement dans la tech. Notre offre de service, c'est on développe des produits pour des boîtes Web3. Donc ça, il y a toute la chaîne de valeur qui est prise en compte là-dedans, de la spécification. Donc on aide les boîtes à spécifier le produit qu'elles ont envie de créer. Ça peut être des grosses boîtes comme des petites, c'est toujours un besoin de spécification. Donc, on les accompagne là-dedans en leur disant ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui prend plus de temps. On les aide à mettre en place une roadmap technique, donc une roadmap de développement. Mhm. Et ensuite, il vient la phase de développement où nous, on va accompagner sur le développement du produit qu'ils avaient en tête. Donc, dans le développement, il y a tout qui est pris en compte, hein. Il y a le front, le back, l'infrastructure, la partie blockchain aussi, donc développement de smart contract. Et donc voilà, c'est un service qui est assez complet, mais qui est centré sur la partie technique. Donc on ne fait pas de marketing, on ne fait pas de market making, on fait un peu de design, mais ce n'est pas notre expertise première. Donc on ne propose pas un service Ah, ça, design. c'est vraiment technique, hein. Ouais, c'est ça. Donc on travaille avec plusieurs partenaires différents, mais nous, notre maîtrise, c'est vraiment la partie tech. Mhm. Et je sais que vous avez quand même eu d'autres profils assez intéressants comme l'ONU. Donc, là, ça m'a surpris. Comment est-ce qu'on fait pour bosser avec l'ONU? Je crois GIFPAC aussi. Ouais. Donc, L'ONU, c'était une initiative de l'ONU qui s'appelait mhm, Life à l'époque. Je crois que ça existe. mhm, Ouais, je crois que ça existe. Donc Unit Life était une agence de l'ONU et donc ils avaient envie de faire comment ça s'appelle? Une levée de fonds avec des NFT, mais c'était une vente aux enchères. Donc une vente aux enchères avec des NFT. C'était à l'époque, hein, c'était il y a peut-être 4 ans maintenant. Et ça, c'était pas notre client direct, on les a eus par le biais d'un partenariat. mhm, Et donc le partenaire nous connaissait déjà très bien, donc il a décidé de travailler avec nous. Nous, on s'est occupé de développer la plateforme, plus les NFT, plus la partie mécanisme d'enchère. Euh, donc voilà, c'était un side project, on va dire, d'Unit Life qui était assez marrant à faire. mhm. Voilà, c'était pas, on va dire, j'ai pas contacté l'ONU directement pour. Ouais, ça, c'est une belle étiquette quand même. Ouais, c'était cool. Et GivePact, c'était une boîte que j'avais mentorée avec. Donc moi, je fais du mentorat pas mal. Donc c'est Mhm, une des voies avec lesquelles on a des clients. Je fais du mentorat avec l'accélérateur qui s'appelle Outlier Ventures, qui est un des plus gros accélérateurs au monde pour les boîtes Web3. C'est un peu un équivalent de Y Combinator pour le Web3. Euh, mhm. Tu vas et intervenir comme mentor avec d'autres personnes en termes de complémentarité pour accompagner les entreprises Web3, c'est ça? ça, en gros, dans les cohortes ils ont donc un accompagnement de l'accélérateur et Mhm, plusieurs mentors d'expertises différentes qui viennent intervenir pendant une durée de 2 semaines, on va dire. Donc, chaque mentor voit chaque startup pendant au moins 20 minutes. Ensuite, on a des calls avec eux réguliers si jamais on veut. Et donc, une de ces boîtes-là, c'était GivePact, qui est une plateforme de dons en crypto pour des associations et des ONG américaines. mhm. Mais donc, voilà, eux n'étaient pas liés à l'ONU, mais ils avaient il y avait des moyens de financer des issues de l'ONU à travers leur plateforme. Ok, bon, je vois. Euh, Toi, est-ce que tu as observé, vu que vos clients sont assez bien répartis sur la planète, tu as observé une différence comme ça d'état d'esprit ou d'engouement par rapport à cette industrie Web3, que ce soit sur Paris, Dubaï ou à New York? Une différence d'état d'esprit, Hmm. euh, tu as quelque chose en tête? Tu fais référence à quoi exactement? Ben, je fais plus référence à le modèle mental d'un client US versus un client
français versus un Mm. client à Dubaï. Je veux dire, j'imagine qu'on n'a pas le c'est pas les mêmes profils, quoi. C'est pas en Ouais. termes de demande, en termes même peut-être de pricing. Je veux dire, est-ce Mm. qu'il y a une cartographie comme ça du client type par zonage? Ouais, les meilleurs clients sont des clients américains. Ça, euh, de tous les clients américains qu'on a vus, il n'y en a aucun qui nous a posé problème. Euh, Niveau pricing aussi, ils négocient beaucoup moins. Même, ils sont très, on va dire, ils acceptent assez facilement quand ils savent qu'il y a de la qualité derrière. Et ils sont assez loyaux aussi quand on travaille avec eux et que ça se passe bien. La communication est plus simple avec eux aussi parce que ça va assez vite. Lorsqu'il y a un problème, on en parle rapidement, c'est réglé, etc. Les clients français sont très différents. Euh, Évidemment, niveau prix, c'est ceux qui négocient le plus. Après, je dis pas que c'est une mauvaise chose de négocier. Je dis simplement que euh, c'est ceux qui ont le moins de budget aussi. Et ça, c'est normal parce qu'on travaille avec des startups en majorité. Et les levées de fonds en France sont bien moins impressionnantes que celles qu'on peut avoir à l'étranger. Donc aux US et en Asie principalement. C'est différent aussi au niveau de l'approche. En France, il y a un truc qui est assez unique en France, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est le seul pays où les clients signent sans être sûrs d'avoir l'argent et de pouvoir financer le projet. Alors qu'aux États-Unis, quand tu vas signer un client, il sait qu'il pourra financer jusqu'au bout. En France, les gens sont assez, comment dire, ils peuvent signer un contrat et ne pas être sûr à 100% de pouvoir payer jusqu'au bout. Ça, c'est arrivé quelques fois et c'est assez chiant. Genre, il est conscient, mais quelque part, il Ouais, mais des fois, c'est coupe, pas, je veux dire, il est en mode, au pire, qu'est-ce que tu vas faire, quoi. des fois, c'est pas malhonnête. Même, je pense que souvent, ça ne l'est pas. C'est juste, ils sous-estiment la difficulté que c'est de à la fois lever des fonds et à la fois, ils sous-estiment aussi l'ampleur de ce qu'ils veulent faire. Donc, des fois, ils vont signer, puis, et ils sont pas en capacité de financer jusqu'au bout. C'est assez rare quand même, mais c'est arrivé qu'avec des clients français, donc je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde ou si c'est inhérent en Web3. Avec Avro, c'est très différent quand on parle avec des clients sur Avros. On parle qu'avec des boîtes du coup qui sont autofinancées, enfin pas autofinancées, mais qui sont rentables en tout cas. Et donc les discussions sont... Fonctionne forcément, le problème que vous résolvez, c'est pour des structures qui fonctionnent. En tout cas, de ce que je sais, là, je parle en tant que j'ai eu une discussion avec ton associé, on pourra revenir dessus, qui va potentiellement nous accompagner là-dessus. Les problématiques de processing, d'exécution, de SOP dans des structures, c'est des problèmes qui arrivent lorsqu'on a déjà validé en fait un POC. Mm. On a une machine qui tourne déjà et on fait face à ce que moi j'appelle, je décris ça, les problèmes de luxe, les frictions. Que lorsque tu as ce genre de friction, ça veut dire que tu as un truc qui fonctionne et qui demande à être affiné avec des personnes qui réussissent suffisamment à pouvoir processiser, automatiser, en tout cas mettre un petit peu de l'algorithmie, en fait, si on revient sur comment est-ce que vous définissez le processing d'entreprise. Donc, forcément, même s'ils sont pas cash flow positifs, il y a déjà du chiffre d'affaires qui rentre, donc ils sont en capacité d'éventuellement payer une prestation. Mm. Et puis, forcément, ça va être difficile que quelqu'un arrive à ce stade, en tout cas, que quelqu'un ait ce type de problème sans avoir commencé à encaisser du cash, quoi. Je pense, hein, je sais pas, c'est vous qui rencontrez les Ouais, clients, mais c'est exactement. ce que je ressens, quoi. Exactement. Là où avec le Web3, c'est un peu différent parce que beaucoup de boîtes avec qui on parle sont des boîtes qui sont en process de levée de fonds, ou qui ont déjà levé des fonds. Donc, c'est une manière de dépenser qui est différente entre les deux. Et c'est une manière d'aborder le problème aussi qui est différente. Aujourd'hui, je me parlais des différentes zones géographiques. La France, c'est un peu mort, on va dire, le Web3 en France. Il y a quelques gros projets qu'on a accompagnés. Un des derniers, c'était Usual, qui est un projet de stablecoin, qui est un des plus gros projets stablecoin aujourd'hui dans le monde. Ils avaient atteint la 7e place récemment, Wow. avec plus de 2 milliards de fonds sous gestion. Aujourd'hui, ils sont descendus à un peu moins que ça. Mais ça reste une boîte énorme.
Euh, Ça, c'est typiquement un excellent projet français. Maintenant, dans le Web3, souvent, les teams sont très internationales. Donc, ça, les Français l'ont compris aussi. Quand tu regardes, quand tu bosses avec une boîte dans le Web3, c'est souvent des fondateurs qui sont aux quatre coins du monde. C'est pas forcément le meilleur truc à faire, mais ça existe et ça marche très bien aussi. Tu as des teams qui sont dans les quatre coins du monde aussi. Tu as des devs à droite, à gauche. Tu as les fondateurs qui sont d'origine et de pays différents. Et ça, j'ai l'impression que le Web3, c'est assez répandu comme mode de fonctionnement. En Asie, on a bossé avec quelques boîtes asiatiques. Un peu comme les Américains, ça va très vite. C'est très, voilà, on va à l'essentiel directement. Et c'était par recommandation, donc ça allait assez vite aussi. À Dubaï, c'est un peu différent. C'est très relationnel, à la confiance. Donc, il faut vraiment créer une vraie relation physique de confiance avec la personne avec qui on veut travailler pour pouvoir le signer un jour. C'est un peu plus lent, mais pareil, c'est très lié à la confiance. Euh, donc voilà, je pense, je pense que les plus similaires, c'est Asie et États-Unis, qui se ressemblent beaucoup. De mon expérience, après, je me trompe peut-être pour les autres marchés. Je parle uniquement du Web3. Si on reste sur Dubaï, vu que tu en as en parallèle, justement, c'est un sujet que je voulais avoir avec toi. Pourquoi est-ce que tu as déménagé à Dubaï? Je sais que certains ils vont rester juste sur la partie fiscalité, mais j'ai un gros doute que ce soit juste ça, quoi, parce que on a tendance à comprendre, comme j'ai dit en début d'entrevue, Web3, crypto, Dubaï, on dirait que c'est des synonymes, on dirait que ça se superpose, quoi. Ouais. Dubaï, c'est une ville qui est assez chère, donc c'est peut-être pas le meilleur move à faire pour tout le monde. En tout cas, l'installation coûte assez cher. Donc, ce que tu gagnes en ne payant pas d'impôts, tu le perds dans d'autres choses. Mais pour le développement, je trouve que c'est un des meilleurs endroits. Donc, c'est bien. Pareil, la France, c'est très bien pour commencer. Dubaï, c'est très bien pour se développer. Et ensuite, il faut explorer le reste du monde, quoi, parce que le monde est vaste, il y a plein de choses à faire partout. Nous, on a toujours notre boîte en France, on a toujours nos employés qui sont en CDI en France, parce qu'on aime bien le système français, ou du moins, on aime bien les ingénieurs français. Le système, c'est autre chose. Ils sont forts, hein, on peut le dire. Ils sont très, très forts. Tu vois, dans les grosses boîtes tech aux US, tu vois, il y a toujours il y a toujours les Français qui sont là, quoi. Ils sont forts. Je sais pas à quelle sauce est-ce qu'ils sont formés en France, mais ils sont bons, quoi. Ils sont très, très bons. En tout cas, dans les trucs techniques, Ouais. scientifiques, ouais. Ouais, franchement, c'est les meilleurs. En tout cas, de mon expérience, tous ceux avec qui on a travaillé, enfin, de tous ceux avec qui on a travaillé, les Français étaient toujours au-dessus. Ils ont une manière de penser les problèmes qui est différente. Et même, je trouve que la formation en France est quand même pas mal. Et donc, pourquoi Dubaï? On avait un client à Dubaï, on faisait des allers-retours déjà à l'époque, pas mal d'événements qui se passaient là-bas avec le Future Blockchain Summit, le Dubai FinTech Summit aussi. Donc plein de salons ultra intéressants. Et quand on y allait, à chaque fois, on se disait vraiment, le futur, c'est ici, le monde se joue là. Et donc, on a fini par signer un client là-bas. Donc, on y allait aussi pour le voir. Et finalement, on s'est rendu compte que c'est là qu'il fallait être pour vraiment capter le marché. Et comme je t'ai dit au début, pour bosser avec des gens là-bas, ça marche vraiment à la confiance. Et puis voilà, il fallait aussi se frotter à plus gros que soi. Et le danger de rester à Paris, c'est de se croire qu'on est bon, alors qu'on n'est rien au reste du monde. Et je voyais de plus en plus les gens de l'écosystème parisien qui pensaient être les plus gros et les plus forts. Parce qu'effectivement, ils avaient pris une grosse place dans l'écosystème français. Mais quand tu vas à l'étranger, personne ne les connaît. Et là, je me suis dit, bon, j'espère ne jamais prendre la grossesse comme ça un jour. Je vais toujours trouver plus gros que moi. Et donc, Dubaï, c'est une bonne expérience pour ça, justement. Parce qu'on a été amené à travailler et à collaborer avec des gens qui sont plus gros que nous. On a fait des très belles rencontres. On a une team là-bas qui est vraiment cool. Et il y a une certaine forme d'entraide aussi, de partage de connaissances, qui, je trouve, est vraiment spéciale là-bas, même entre les Français. Et c'est aussi l'opportunité de rencontrer des gens d'autres pays. Dubaï, c'est vraiment un hub. Donc, il y a du passage d'Asiatiques, du passage de gens aussi, beaucoup d'Afrique, d'Europe de l'Est, d'Europe occidentale. Donc, ça ouvre en fait beaucoup de portes.
à plein de gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, même de Français qu'on n'aurait jamais rencontrés si on ne les avait pas rencontrés à Dubaï. Yes. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Mais voilà, c'est pas une finalité en soi. Maintenant, il faut voir le reste du monde aussi. C'était compliqué l'implémentation sur place. Enfin, comment ça s'est passé? C'était pas compliqué. Nous, on connaissait des gens aussi déjà sur place, donc c'était assez simplifié. Euh, on a fait des bonnes Mm. rencontres très rapidement, donc non, c'était pas compliqué. C'est un peu une jungle, Dubaï, pour le côté administratif, le côté bancaire aussi. Donc, il faut se faire Mhm. accompagner. On n'a rien fait tout seul. Euh, donc, je n'aurais pas pris le risque de faire toutes les démarches tout seul. Mhm. Ouvrir une Tu t'es petite... fait accompagner? Ouais, on s'est fait accompagner, ouais. On peut le citer ou... Ouais, ouais, on a bossé avec Maj, M-A-J. Ah, mince, ouais, je sais plus comment il s'appelle. Il y a les tatous comme ça sur les bras. Ouais, Maxime Gauthier. Maxime, ok, ok, Ouais. Ouais, super. ouais, ils sont très Ça veut sympas. dire il t'accompagne sur tout le process, que ce soit visa, la création d'entreprise, la fiscalité. Ouais, ils font aussi de la comptabilité. Mhm, Comptabilité, il y a pas mal de boîtes qui sont, enfin, quelques boîtes qui sont vraiment pas mal à Dubaï. Il y a une boîte qui s'appelle Daftime, qui sont mhm, des Français qui sont implémentés là-bas. Ça, c'est vraiment excellent si jamais les gens veulent faire de la compta là-bas, enfin, veulent se faire accompagner niveau compta. Euh, mhm, Nous, par contre, avec Maj, on a fait tout le reste. Donc, de la création de société au visa, quoi d'autre? Même la compta, on a commencé avec eux. Et ouais, en vrai, ils ont beaucoup aidé sur tous les sujets. Ils sont ultra réactifs aussi. excellent. Euh, Si on essaye d'être concret, tu vois, qu'est-ce que Dubaï offre à un entrepreneur tech que Paris n'offre pas? Je veux dire, s'il y a des gens aujourd'hui qui se posent des questions, qui sont sur Paris, qui sont sur Berlin, qui sont sur Londres, avec leur projet tech, enfin, parlons plus de Paris parce que j'imagine que c'est ce que tu maîtrises le plus. Mm. Qu'est-ce que Dubaï offre que tu peux pas, qui peut être un déclencheur pour un entrepreneur français, en tout cas qui opère en France, qui ne pourrait pas trouver en fait dans son pays de résidence. Une simplicité au niveau de la régulation, un bon networking et des gens qui sont prêts des gens qui sont très généreux en réseau, une vision aussi globale, parce que quand tu es à Dubaï, tu penses le monde entier, tu penses pas que ta région, ce qui peut être un peu plus compliqué quand tu es à Paris. Et c'est un niveau même fuseau horaire, c'est pas mal parce qu'il y a que 2 heures de décalage avec la France, donc on reste quand même assez proche, mine de rien, de la France. Quoi d'autre? Entre 2 et 3 heures. Mhm. Mais honnêtement, si quelqu'un veut faire un projet deep tech, un projet dans la tech, je sais pas si je conseillerais Dubaï, je dirais plutôt aller aux États-Unis, quoi. San Francisco, ça reste le berceau de la tech, hein. Mhm. Il y a pas mieux que les États-Unis pour faire un projet tech, si quelqu'un a un projet de startup. Dubaï, pour un entrepreneur un peu early stage, qui débute, je pense pas que ce soit le meilleur move à faire, parce que on pense beaucoup fiscalité avantageuse, mais on oublie un peu les coûts d'installation qui peuvent être un peu mortels pour une boîte tech qui débute. Donc ouais, moi franchement, je conseillerais San Francisco à 100%, même si je l'ai jamais fait, je le ferai l'année prochaine. Et puis ouais, il y a pas que Dubaï en soi, il y a aussi l'Asie qui est intéressant. Faut commencer en fait, faut juste être ouvert au monde et essayer de faire un maximum de rencontres. Si Dubaï est intéressant, je conseille à tout le monde de venir au moins 2 semaines pour voir. Ça peut correspondre à beaucoup de gens, même pour des startupeurs qui sont dans la tech. Euh, Mhm. Ça vaut le coup de passer 2 semaines, 3 semaines, voir un peu, analyser un peu l'endroit et voir si c'est intéressant pour eux, quoi. Yes. Mais ouais. On parle un peu de scaling, de recrutement, d'exécution. Je sais que c'est des problématiques sur lesquelles vous bossez beaucoup en ce moment, en interne et même pour des tierces au travers d'Averos. Tu as dit que le plus dur, c'est de garder un standard de qualité à 10-12 personnes. Mm. Pourquoi ce cap est critique? Parce que c'est à partir de là où on a des soucis de communication, où on peut se perdre dans les process. C'est aussi un moment où on perd le contrôle. C'est facile en fait de contrôler la qualité quand tu es 5 personnes, et d'être derrière chaque projet, d'être derrière chaque move des équipes. À partir de 10 personnes, c'est plus compliqué et donc il faut faire confiance et donner le droit à l'erreur aussi et essayer d'aller vite sans tout casser, quoi. Maintenant,
c'est assez dur en vérité de garder un standard de qualité. Faut être OK avec le fait que ça peut baisser par moment. Mais voilà, faut essayer d'imposer un standard à l'équipe, et de le respecter soi-même aussi. Donc, ouais, je dirais le plus dur quand l'équipe grossit, c'est la perte de communication et la perte de contrôle. Yes. Si je reste un peu sur le fait de garder le standard, tu penses que même si c'est important, parfois c'est pas forcément la priorité. Parfois il faut accepter que ça se casse pour ce qu'il est. Comment est-ce que moi je pourrais justement calibrer ce que je vais mettre en avant, en tout cas ce que je vais plus prioriser. Tout est important, mais des fois, qu'est-ce que je peux accepter? Qu'est-ce que je peux avoir comme perte acceptable dans le but d'un gain? Je sais pas comment exprimer ça. Comment je peux illustrer ça? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'accepte que je vais légèrement baisser mon standard, mais pour passer un cap que je passerai pas si j'accepte que ce standard baisse un petit peu, quoi. Ouais, il y a plein de moments où, la qualité peut baisser à certains endroits. Il faut avoir des, heu, des standards qui sont intransigeants sur certains sujets. Mais par exemple, si tu recrutes, des commerciaux, qui sont, pas spécialement bons en pitch de tes services, par exemple, heu, est-ce que tu seras derrière eux tout le temps? Est-ce que tu pitcheras la passe tout le temps? Tu peux pas faire ça. Donc, faut les laisser pitcher au maximum, donc faire des erreurs au début, mal parler de ta boîte potentiellement. Et ça, c'est dur à accepter pour un fondateur, mais c'est nécessaire pour que le commercial, progresse. Et donc après, il y a plein de manières de. Là, tu veux dire c'est acceptable versus, par exemple, au niveau de la délivrabilité où tu vas pas te permettre qu'on foute du n'importe quoi sur du code, quoi. Enfin, ça, c'est non D'accord. négociable, quoi. Et des sujets qui sont trop risqués ou trop touchy pour qu'on risque la moindre chose là-dessus, hein. Typiquement, si on développe une solution avec, où il y a des transferts de crypto qui sont dans la solution, on ne peut pas se permettre d'avoir une faille où l'argent n'est pas récupérable ou une faille de sécurité dans les smart contracts, etc. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a des choses qui sont intransigeantes, mais d'autres où voilà, il y a une marge de manœuvre, une marge de progression. Bah, tout ce qui va être corrigé, c'est OK. Maintenant, Mhm. euh, faut être intransigeant. Ah, complètement. Dans ton service, c'est quoi les sujets où tu penses à ça justement? Tu parles par rapport à notre structure. Ouais. Chez nous, ça va être plus l'éducation, puisqu'on est quand même sur un sujet assez délicat. On parle beaucoup de finances et on utilise des produits financiers, notamment des assurances vie. Ça reste un produit financier régulé où il y a forcément les autorités des marchés financiers derrière. C'est hyper important qu'on puisse éduquer les gens avant qu'ils ne commencent à utiliser le produit, quoi. Parce que juste le fait qu'ils n'aient pas très bien compris. Peut-être faut que je te donne un peu le contexte pour que Mhm. ça, en fait, notre structure, Bomengo, ça s'appelle. Donc, ça va être une plateforme éducative innovante qui enseigne aux professionnels et aux particuliers comment devenir leur propre banquier grâce à l'Infinite Banking Concept, quoi. C'est une stratégie, en fait, qui a été vulgarisée par Nelson Nash aux États-Unis dans son bouquin. Je l'ai ici à côté. Becoming Your Own Banker. Donc, comment devenir son propre banquier, quoi. OK. Cette stratégie, en fait, va utiliser des produits d'assurance vie comme outil pour que les gens puissent reprendre le contrôle, en fait, sur leur argent et qu'ils puissent justement être auto-résistants aux trois facteurs ou trois piliers sur lesquels ils vont le plus perdre d'argent dans leur vie, que ce soit l'inflation, les intérêts et les impôts. Donc, nous, on va proposer des outils concrets et un accompagnement personnalisé pour bâtir une autonomie financière durable, radicale et transmissible. Et notre mission, donc, ça va être de démocratiser cette éducation financière en francophonie, puisque on s'adresse essentiellement aux francophones en Amérique du Nord, parce que personne ne le faisait avant nous. Il y avait du contenu dessus, mais que en anglais. Donc, le but, donc, ça va être que chacun puisse reprendre pleinement le contrôle de son argent sans dépendre exclusivement des institutions financières traditionnelles. Et ce qui fait que nous, on a des valeurs qui sont clés, comme cette éducation chirurgicale,
une ambition assumée. On n'a pas peur de dire aux gens que on veut gagner beaucoup d'argent et c'est OK et c'est bien. Euh, de l'innovation continue, bien évidemment, de la transparence radicale. Donc, on ne va pas être dans du marketing agressif où on veut juste que les gens ils prennent notre produit. Non, c'est important en fait qu'ils puissent comprendre qu'ils vont prendre ce produit parce que c'est important pour eux. Donc, une intégrité inconditionnelle et du respect profond. Donc, un des points sur lesquels on peut être mauvais en marketing, mais pour nous, il est inconcevable qu'au niveau de l'éducation, de la transmission, de l'accompagnement, qu'il y ait une fuite, quoi. Ouais. C'est mieux qu'on ait moins de clients, qu'on gagne un peu moins, mais que à ce niveau, qu'on soit irréprochable. On ne peut pas vendre ça comme des petits pains, quoi, tu vois. Il faut que chaque personne, parce que dès lors, quelqu'un qui signe avec nous, c'est un mariage. On est lié au moins pour les 40, 50 prochaines années, quoi. Donc, Ok. ça va être ça le plus important pour nous. Je suis un peu brouillon, je sais, mais pour nous, ça va être hyper, hyper important, la partie éducation. Il y a des parties qui peuvent peut-être s'automatiser, d'autres pas, mais il est inconcevable pour nous d'onboarder quelqu'un sans la brique éducation. Maintenant, ça peut être pourri sur le marketing, ça peut être pourri sur... Attends, pourri, j'exagère, mais on peut se permettre de ne pas être très bon sur le marketing, mais quelqu'un qui rentre, on doit bien délivrer, on doit l'éduquer, on Mm. doit l'accompagner, on ne doit pas être dans la manipulation juste pour vendre un produit financier. Même si on vend un produit financier, il faut que les personnes comprennent que ce produit financier est au service de leurs intérêts financiers, quoi. C'est un petit peu ça pour nous, quoi. Ok, je comprends. Si tu veux, chez nous, l'éducation, c'est un peu comme le code chez toi. Mm. Ok, ouais, bah, en vrai, t'as bien signé le truc, je trouve, hein. Mm. T'as la partie qui est, t'as l'intransigeance sur la qualité du produit. Après, le reste, ça vient avec par itération, quoi. Ça s'améliore au fur et à mesure. Complètement. Donc, comment est-ce que toi tu recrutes aujourd'hui? Vous continuez de recruter, puisque je pense que c'est la phase sur laquelle vous commencez à avoir des problèmes de luxe. Euh, le recrutement aujourd'hui, on n'a pas un excellent process, je trouve, mais on l'améliore de plus en plus. Là où nous, on est moins bon aujourd'hui, c'est sur la récupération de leads. Donc, avoir des gens qui postulent régulièrement et surtout avoir un, un process de recrutement en continu. Nous, c'est beaucoup par phase. Et aujourd'hui, on fonctionne quasiment que au bouche à oreille, que à la recommandation, donc un peu comme pour la partie client. Ça marche très bien. Je trouve que c'est la meilleure manière de recruter, c'est par recommandation. Mhm. En tout cas, de ce qu'on a expérimenté jusqu'à maintenant, même si on a eu des bons recrutements avec des gens qu'on ne connaissait pas du tout. Euh, donc, tu veux que j'explique le process ou tu voulais juste savoir Ouais, comment si est-ce ça m'intéresserait. J'ai l'impression que ce que tu mentionnes là, c'est des problématiques plus marketing, c'est ça? En tout cas, les Ouais, recrutements, les sujets de recrutement actuels, c'est plus sur du marketing versus des devs, des profils plus purement techniques. non, on recrute que des développeurs de toute façon, quasiment. Ah, d'accord. OK. Ouais. Et récupération de leads, est-ce que Mais je c'est... personnalité, je parle de avoir des gens qui postulent. Ah, d'accord. OK, OK. Pour que vous puissiez justement Ouais, gérer le processus justement de RH, exactement. quoi. Ouais. Mhm. Exactement. Donc ça, c'est en fait souvent ça marche on fait un post LinkedIn, je demande à des amis, je demande à des gens de l'écosystème s'ils ont des recommandations, je demande à nos employés actuels s'ils connaissent des développeurs aussi qui cherchent un travail. Mhm. Et même c'est du démarchage aussi, hein. C'est on va à des salons, je rencontre des développeurs qui sont talentueux, qui sont dans des projets ou non, et je leur dis que le jour où ils sont libres, on peut discuter. Après, c'est on reste en contact au fur et à mesure, et dès qu'on a des missions, on propose aux gens qu'on connaît. Mhm. S'ils sont freelance, on les accompagne en tant que freelance. S'ils sont disponibles, après, souvent, c'est eux qui viennent à nous en nous disant voilà, j'ai quitté ma boîte, je cherche un travail, si vous êtes chaud, on peut discuter. Mhm. Euh, et en général, on recrute assez rapidement si on connaît la personne avant. Souvent, on travaille avec des freelances, avec des gens en freelance, ensuite on les prend en CDI. Mhm. euh, ou bien, euh, ou bien c'est de la recommandation. Donc, le process, il est en plusieurs étapes. On récupère les informations des gens qu'on recrute, enfin qui ont postulé, on les fout dans une base de données. On Mhm. regarde un peu euh, les différentes réponses aux questions parce qu'on fournit un formulaire auquel ils doivent répondre pour entrer en plus ensuite dans notre base de données. On fait un premier call de découverte, on apprend à se connaître. S'ils sont dans la même ville que nous, on les voit en direct.
Après, il y a un test technique. Après, il y a, assez classique d'ailleurs, test technique ou bien soit on leur fournit un test qu'ils doivent remplir, soit c'est un test à l'oral. Après, fit avec l'équipe, c'est important pour nous que les gens s'apprécient. Donc, s'ils sont dans la même ville, on fait un déjeuner ensemble. Sinon, c'est un call, tout le monde se découvre un peu, tout le monde se parle. Si on voit que ça fit après et que tout le monde dans l'équipe valide, on recrute la personne. Et est-ce que tu as des red flags comme ça, des trucs, ben là, no go, no fucking way. Des red flags. Ça dépend du poste sur lequel on recrute la personne. Mhm. Euh, En général, c'est des red flags après qui sont assez techniques. Tu vois, c'est par exemple quand on recrute un développeur, si on voit qu'il n'est pas capable d'aller en profondeur dans ses réalisations, bon, c'est un peu un red flag. Euh, Parce que typiquement, Il y a des tests il y a plein upfront pour avant le recrutement. pour ça, des questions suffisent. Ah, Parce que c'est comme tu sais, à l'école, tu as souvent des groupes de travail et il y en a souvent un qui fait jamais rien. Chez les développeurs, ça existe aussi, hein. Tu as beaucoup de projets qui sont en équipe et donc c'est pas parce que tu travailles sur un projet que tu as fait beaucoup de travail dessus, tu vois. Donc souvent, il y en a qui viennent et qui disent ouais, j'ai travaillé sur ça, ça et ça. D'accord, mais ils sont souvent très bons en meeting. Ils développent des trucs. voilà. Mais c'est possible qu'ils aient rien fait dans ce projet en question, tu vois. Et donc l'idée, c'est de souvent l'erreur que font les gens en recrutement, c'est qu'ils vont poser des questions sur ok, ton expérience, parle-moi de ton expérience. Donc, grand A, expérience A, ok, c'est cool. B, expérience B, on parlait de ça. Après, expérience C, machin. Maintenant, ça, c'est ce qu'on faisait au début et on a failli se faire avoir quelques fois. Euh, Ce qu'il faut faire, c'est plutôt, tu as l'expérience A, ok, tu me parles de ça. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait dans cette expérience-là? Avec qui tu as travaillé? Une équipe de combien? Qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi ton scope? Montre-nous un peu le code que tu as réalisé. Voilà, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire là-dessus? Euh, et donc, tu vas vraiment C'est profondément, bien ça. profondément de ce qu'il a fait, jusqu'à un moment où, si le mec a rien fait sur le truc, il va te dire lui-même qu'il est nul, tu vois. Donc, si tu arrives à ça, là, le choix, il est facile. Tu me poses dans ces retranchements, quoi. Par contre, à l'inverse, si la personne est ultra carrée sur les réponses qu'elle te donne même des suggestions d'amélioration sur ce qu'elle a fait, des fois, tu peux faire des mauvais choix pendant que tu développes un produit, mais tu peux expliquer ce mauvais choix en disant j'avais des contraintes de temps. Si j'avais le temps, j'aurais fait ça comme ça. Donc là, tu te dis, OK, c'est une personne qui sait réfléchir, c'est une personne qui sait ce qu'elle fait. Et donc là, tu peux passer à l'étape suivante et aller plus en profondeur dans le travail. Mais en soi, c'est très dur de poser des questions qui te rendent compte. Si tu poses juste des questions techniques, tu ne sauras jamais exactement si la personne est bonne ou pas, même s'il y a des red flags assez rapidement. Mais voilà, il faut toujours aller vraiment en profondeur du travail réalisé et poser plein de questions, genre pourquoi tu as fait ça, pourquoi comme ça, pourquoi pas autrement, qu'est-ce que tu aurais fait autrement, si tu pouvais, qu'est-ce que tu améliorerais, ce genre de questions, quoi. Top. Est-ce que dans le process, vous intégrez un peu d'intelligence artificielle Dans le process de recrutement, Mhm. pas vraiment. Il y a de l'automatisation, oui, ça à fond, mais pas forcément d'intelligence artificielle. Par exemple, ce qu'on a mis en place, c'est on a un formulaire pour postuler. Mhm. Euh, une fois que le candidat postule, ça nous envoie un message sur Slack en disant quelqu'un a postulé avec les informations du postulant et les réponses à ses questions. On a un bouton sur lequel on peut cliquer pour aller voir plus d'informations et voir les Mhm. télés, donc CV, etc., si jamais il en a mis. Là où on peut mettre de l'intelligence artificielle, mais on n'en a pas eu besoin jusqu'à maintenant, ce serait d'avoir une IA qui va résumer un peu les informations de la personne. Bon, c'est pas très utile pour l'instant, donc on l'a pas fait. Mais par contre, on a automatisé le process. Ouais. Donc, ce qu'on a automatisé en plus de ça, ah si, il y a un peu de dire quelque part. Ce qu'on a automatisé, c'est donc une fois que on est sur le logiciel dans lequel on a les informations du postulant, nous, on peut soit le faire passer à l'étape suivante, soit refuser la candidature. Dans les deux cas, il reçoit un mail. Si jamais on accepte la candidature, la personne reçoit un mail pour booker un call. Donc là, vas-y, on peut mettre un peu d'IA pour rédiger le texte, mais en fait, on n'a même pas besoin. On a juste mis un texte avec voilà, des placeholders où il y a le nom de la personne. Mhm. Donc, il reçoit un mail avec le fait de pouvoir booker un call. Une fois qu'il book un call, etc., là, le process est lancé. Autrement, si on refuse la candidature, bah, il reçoit aussi un mail
automatiquement avec le refus et la raison du refus, quoi. Excellent. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la partie un peu gambling, de ton rapport à la spéculation au long terme, au risque. Parce que c'est vrai que tu es beaucoup plus impliqué sur la partie technique, mais Mm. tu, tu t'es quand même exposé où tu peux être facilement tenté, tu vois, à mettre un petit peu toi-même une piste dans la machine. Tu as forcément investi un peu dans la DeFi, je vais parler des shitcoins, mais est-ce que c'est des trucs que tu fais toujours aujourd'hui? Si oui, comment est-ce que c'est ce que tu peux partager, bien sûr, comment est-ce que ça se passe pour toi ou c'est quelque chose que tu as offline? Moi, j'ai j'ai investi aujourd'hui dans aucune crypto, pour Ah, être très transparent. ok. Je l'ai fait un peu, j'ai investi un peu à droite à gauche, mais aujourd'hui, ça demande, en fait, ça demande trop de focus, que j'ai pas envie d'avoir une charge mentale sur les cryptos que j'achète, sur les tokens que j'ai, sur les investissements que je peux avoir et tout en crypto. Les cryptos qu'on va avoir, c'est les cryptos qu'on accepte de nos clients seulement. Donc, comme j'ai dit au début, on accepte des paiements avec des bagues de crypto. Donc, et, euh, et ça, c'est les seuls aujourd'hui que j'accepte. Sinon, le reste, je touche pas trop. Euh, j'ai pas vraiment le temps de me focus là-dessus. Et puis, c'est une compétence que j'ai pas trop. Quitte à perdre de l'argent, je préfère acheter des trucs et partir en voyage, quoi. Mhm, Parce que bon, le côté casino, moi, j'y touche pas vraiment. Si j'achète de la crypto, ce sera plus du Bitcoin, quoi. mhm. Même si je suis pas maximaliste, hein, c'est juste si je ne touche pas. Ok, ok. Ok. Comment est-ce que toi, tu vois l'évolution du Web 3 dans les 5, les 10 prochaines années? Honnêtement, je vois les cas d'usage les plus fréquents qu'on voit aujourd'hui, c'est la DeFi, le paiement et la tokenisation. Euh, Mhm, je vois un peu la mort de tout ce qui est autour, tout ce qui est en dehors de ces cas d'usage-là. Ça perd un peu de son intérêt de plus en plus, principalement parce que je pense que des institutions se mettent là-dedans et donc l'argent va naturellement vers des sujets plus institutionnels. Donc, c'est aussi une trajectoire que nous on prend en allant vers les institutions. Après, il restera toujours des gens qui ont une philosophie un peu libertarienne, qui sont dans la crypto pour le côté un peu décentralisation. Donc, il y aura toujours des projets un peu DeFi, un peu dégènes. Mais le futur de la crypto, enfin du Web3, c'est vraiment, tu as pas mal de trajectoires possibles. Tu as l'inclusion financière. Donc, c'est un peu ce que visent des projets de DeFi comme Morpho, comme Pendle et autres, euh, qui veulent mettre toute la finance on-chain, du moins une grande mhm. partie. Après, tu as, ouais, t'as les paiements, etc. Mais en dehors de ça, je vois un peu une descente aujourd'hui du Web3. Peut-être que je me trompe, mais il y a une part d'intérêt quand même assez générale. Et maintenant, les vrais sujets, c'est les sujets de l'économie réelle. Et il n'y a que le paiement, le stacking, les sujets d'infra, les sujets de tokenisation et de DeFi qui ont un vrai usage aujourd'hui. Peut-être qu'on verra d'autres traits d'usage qui vont se révéler, c'est possible. Mais aujourd'hui, c'est plutôt ça la direction. Si tu devais recommencer de zéro demain, tu ferais quoi différemment par rapport à tout ce que tu as expérimenté à date? Sur quel truc est-ce que tu sauterais? Comment est-ce que tu l'exécuterais? On part du principe que tu as tout ce que tu as comme connaissance aujourd'hui. On revient, disons, 6 ans, 7 ans en arrière. Waouh. Je sais pas si je ferais différemment. Euh, avec les connaissances que j'ai, donc avec Ouais. l'expérience que Si tu veux, j'ai. si tu veux, je le prends autrement. Tu as toutes les connaissances que tu as là et tu dois Ouais. débuter aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois débuter professionnellement, en tout cas, qu'est-ce que tu ferais? Déjà, dans quelle industrie? Et peut-être, si tu peux être plus précis sur le segment de l'industrie sur lequel tu accélérerais. Euh, bah, il y a le segment de l'IA, évidemment, qui est très intéressant. Mais c'est une direction qu'on prend aussi. Donc, au final, qu'est-ce que je ferais? Bah, je le fais Est-ce déjà. que tu le fais? Donc, au fond, non, je ferais ce que je fais là actuellement. C'est-à-dire, euh, je proposerais des services dans. En fait, la manière la plus simple de faire un business, c'est de proposer un service, c'est de le vendre et de faire un service de grande qualité. Et là, aujourd'hui,
Ce qui est le vent en poupe, c'est lié à les automatisations. Pourquoi? Parce que on manque d'efficacité dans les boîtes et c'est pas une question de remplacer les gens, c'est une question de rendre leur travail plus efficace et donc nous, c'est ce qu'on apporte et honnêtement, hem, pour des gens qui ont des connaissances business et qui savent comment une organisation fonctionne, je trouve que le meilleur placement aujourd'hui, en tout cas le meilleur, positionnement aujourd'hui, c'est d'aider les gens à mieux organiser leur structure et gagner du temps et ça, faire ça à l'échelle, ça peut avoir un impact énorme et après, bon ça c'est uniquement, je parle de mon point de vue parce que moi je sais faire une agence. Enfin, avec mon associé Adam, on a quand même bien craqué le truc. Ça fait 5 ans qu'on le fait donc on maîtrise bien le sujet. Hem, donc on essaye de vraiment bénéficier au maximum de notre expertise, dans le monde du service pour proposer des services différents avec d'autres agences et monter des agences, tu vois? Mhm. Donc si je vais tout refaire là tout de suite, franchement, avec la connaissance que j'ai, et ce qu'on a pu accumuler en expérience dans le monde des agences, on referait une agence et on irait le plus vite possible et je pense que, bah, on voit déjà la trajectoire que prend Avros, ça va déjà beaucoup plus vite que le début d'Avicenne parce que l'inertie est pas la même et on fait pas les erreurs qu'on faisait au début, quoi. Yes. Parlons-en, vu qu'on est sur Averroes. Donc, c'est quoi la transition? Pourquoi Averroes? Et puis, comment cette idée est née? Ouais, J'imagine que vous avez autre chose à foutre quand même avec Averroes. Vous avez assez de boulot comme ça avec l'autre agent. Qu'est-ce que vous avez à rajouter encore une autre brique, une autre entreprise, une autre agence? Il faudra gérer du personnel, de la bande passante, du service. Ça veut dire qu'il faudra écouter les clients qui viennent avec des problématiques. Donc, pourquoi vous avez lancé ça? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? déjà, ça fait du bien de voir autre chose, déjà, heu et nous, notre objectif depuis longtemps avec Avicenne, c'est de faire un groupe d'agences, un groupe d'agences qui soit complémentaire et un groupe d'agences dans la tech, principalement. Ça fait 1 an maintenant, 1 an et demi qu'on automatise tout ce qu'on fait chez Avicenne et donc qu'on voit l'efficacité que ça peut avoir d'automatiser ces process. Et on voit aussi la galère que c'est, hem, lorsque les process sont pas respectés. Donc on s'est rendu compte qu'il faut avoir des process déjà bien quali et ensuite les automatiser et là, tu vois que tu peux aller extrêmement vite et on a commencé à en parler autour de nous, hem et là, on a vu qu'il y avait vraiment un besoin énorme parce que toutes les boîtes à qui on parlait, c'était des boîtes qui nous disaient, qui voyaient vraiment l'intérêt de ce qu'on faisait, qui demandaient des conseils même là-dessus et donc c'est venu assez naturellement de se dire, il y a un besoin, il y a un marché, aujourd'hui, c'est un marché qui est en expansion et bien, faisons une boîte, quoi. Faisons une agence, une nouvelle agence d'automatisation et on va aider les gens à automatiser leurs process. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de prestataires qui sont un peu fragmentés, indépendants à droite à gauche, mais il y a pas de vraie boîte, vraie agence, en tout cas, j'en connais pas aujourd'hui, qui est vraiment forte et qui propose ce service-là, qui est vraiment leader sur le marché. Bon, après, c'est un marché qui est énorme, donc il y a de la place pour tout le monde, mais on voit qu'il y a un manque de structuration, tu vois? Et surtout, on voit que les gens qui proposent ces services-là, ce sont pas forcément des gens qui ont une expérience business préalable, donc ils comprennent pas forcément, qui ont pas forcément la capacité de se mettre, Les enjeux, les vrais enjeux. exactement. Et ils ont pas forcément la capacité de se mettre au niveau et d'avoir le point de vue du fondateur de la boîte avec qui ils parlent. Parce qu'ils ont pas vécu les mêmes problématiques. Et donc, on a vu qu'on avait un avantage concurrentiel par rapport à ça et en plus, on arrive avec une approche, un peu, nouvelle, inédite avec, une explication, et la vision de voir une boîte comme un algorithme. Donc, ce que tu as vu sur, la vidéo d'Adam. Le lien en description pour ceux que ça intéresse et une présentation beaucoup plus détaillée de ce que tu vas exposer. Je recommande à toute personne, même si vous n'êtes pas prêt, regardez cette présentation-là. Je sais pas comment tu l'as décrit, c'est quoi, une master, en tout cas, c'est une vidéo de présentation. Ouais. Ouais, c'est ça. Je recommande à tout le monde. Ça, même si tu débutes ta boîte, ça te permet déjà de penser upfront comment est-ce que tu peux structurer les choses avant de te faire accompagner beaucoup plus tard. Là, tu auras déjà une structure, ça sera beaucoup plus simple qu'on puisse t'accompagner. Enfin, je t'ai coupé, mais c'était pour
vraiment inciter les gens à aller regarder ça. Moi, ça m'a mindfuck le cerveau, quoi. Ouais, bah, merci beaucoup. C'est vrai que Adam est très chaud là-dessus. Là, c'est un peu un génie de l'organisation. Et donc, euh, en parlant avec des boîtes, on a vu qu'il y avait un vrai besoin. Et là, on s'est dit, c'est évident, il faut lancer ce truc-là. Et ça rentre en fait dans le cadre de notre ambition de faire un groupe d'agence, quoi. Aujourd'hui, à Vicenne, ça tourne. Ça demande quand même pas mal d'efforts toujours. Mais on commence à déléguer de plus en plus. Et on a remarqué qu'avoir une nouvelle boîte, ça donne encore plus de force à Avicenne parce que il y a des synergies possibles entre les deux structures. Et puis voilà. Donc, non, c'était vraiment une. C'est vrai qu'on a beaucoup de travail déjà avec Avicenne, mais euh, ce serait dommage de passer à côté de ça. Et surtout, en fait, c'est agréable aussi de passer sur un autre sujet. Ne pas faire que du Web3 parce que le Web3, c'est quand même un écosystème qui est assez risqué. Mine de rien, c'est très fluctuant, de moins en moins, mais quand même. Et là, parler avec des boîtes de l'économie classique, on va dire, Mhm. ça fait du bien aussi. Yes. Et comment vous avez théorisé ça, de penser sa boîte comme un algorithme? Et puis, si peut-être tu peux me donner plus de détails sur comment est-ce que vous accompagnez les boîtes qui aimeraient justement mieux se structurer, automatiser. C'est qu'il y a lieu d'automatiser parce que, comme tu le dis, ton partenaire le dit dans la vidéo de présentation, c'est pas tout qui est automatisable. Il faut automatiser des éléments qui ont besoin d'être automatisés parce qu'il y a une valeur ajoutée à automatiser cela et il va y avoir des éléments où ben justement la valeur ajoutée, c'est justement de ne pas automatiser puisque c'est là que on va pouvoir maximiser la lifetime value, le fait que le client y reste et qu'il continue peut-être d'utiliser notre produit ou notre service. Ouais. Donc, comme tu dis, il y a des éléments qui ne sont pas automatisables, ou du moins qui seraient contre-productifs d'automatiser. Donc, là où toute personne enfin, là où la valeur ajoutée de l'humain est extrêmement importante, il faut la laisser comme elle est. Ce qui est automatisable et ce qu'il faut automatiser, c'est tout ce qui est redondance, tout ce qui produit de la perte d'efficacité, et tout ce qui nuit à la valeur ajoutée réelle de la personne. Euh, je me demandais sur la partie théorisation. Donc, nous, on a un profil un peu scientifique, donc on est tous les deux ingénieurs. Et on a toujours vu la boîte, même notre boîte à Vicenne, comme un ensemble de rouages et de process. Et ça ressemble beaucoup à une, on va dire, à une modélisation un peu scientifique, tu vois. Et donc, l'idée même de entreprise algorithme, c'est un concept qui existe déjà, qui est le concept de cybernétique. Ouais, je me rappelle, en plus, il m'a fait acheter le bouquin de Ah Norbert ouais. Wiener. Ouais, j'ai acheté le bouquin quand j'ai regardé le. Je sais pas où j'ai vu. Je sais pas dans quelle vidéo est-ce qu'Adam m'a parlé de C'est la ça. vidéo avec Oussama. Avec Oussama. Ouais, dès que Ouais. j'ai vu le truc, directement, j'ai tapé Norbert Wiener, j'ai vu que les noms de 1800, j'ai dit, il écrit quel bouquin, et j'ai vu que ça s'est fait traduire, donc j'ai acheté le bouquin là, je suis en train de le lire actuellement. Ah, trop bien. T'es Ouais. chaud. Mais ouais, Adam a bien. De la cybernétique. Ouais. Mhm. Ça vient de ce concept-là, justement. Et je sais que Adam a bien pensé le sujet. Donc, on avait cette idée-là, en tout cas, Adam avait cette idée-là avant de connaître le livre. Mais disons que le livre et l'auteur ont un peu mis des mots sur les théories qu'on avait sur l'organisation donc, de la boîte. Mhm. Et ouais, du coup, en voyant la boîte comme un algorithme, ça permet de vraiment processer plus facilement et de voir les rouages de la boîte comme quelque chose que on peut automatiser. Et ça donne une vision en fait beaucoup plus claire de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Mhm. Donc voilà. Yes. Ceux qui veulent creuser, franchement, je recommande ce bouquin. Je suis encore en train de le lire actuellement, mais pour donner du contexte, donc l'une des leçons du livre, ça va être que tout organisme maintient sa cohésion par la possession de moyens d'acquisition, d'usage, de rétention et de transmission de l'information. Donc, OK, il y a quelques formules mathématiques à l'intérieur, mais ça reste accessible, quoi. Il y a beaucoup plus de textes que des formules mathématiques, mais ça permet en fait de
voir comment est-ce qu'on peut utiliser un peu comme dans l'informatique, tout, je sais pas si je peux appeler ça les neurones, les points de contact. Donc, c'est un petit peu comme de se réapproprier dans ce qui se fait dans l'informatique, dans la vie réelle, en fait, quoi. Donc, je pense que ça peut être une approche, je sais pas si ça peut être accessible à tout le monde. Parce que moi, j'ai commencé, il y a quand même beaucoup de formules mathématiques à l'intérieur, mais ça permet quand même de donner un petit peu un modèle mental sur comment est-ce que, à partir de ce qui se fait dans l'informatique, comment est-ce qu'on peut processiser sa propre organisation en utilisant ces mêmes chemins neuronaux de l'informatique. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, quoi. Ouais, non, mais c'est à peu près ça, exactement. Yes. Bref, creusez ça. Norbert Wiener, euh, La cybernétique, super bouquin. Donc, c'est un mathématicien américain, donc un des pères de la théorie de l'information, de l'informatique, de la théorie des mathématiques, de l'électronique, des communications et de l'automatique. Donc, il y a tout. Tout ce qu'il faut pour bien travailler. Yes, super. Donc, et maintenant, on a un petit peu teasé ça en début d'entrevue, mais ça va être quoi les profils les plus intéressants pour vous, vraiment le client type? Le client type pour Avros? Ouais. Alors, les clients sont très, très variés. Pour Avros, on a des boîtes, des agences, enfin des groupements immobiliers, on a des boîtes énormes, des grands groupes français avec qui on parle déjà. Mhm. On ne veut pas encore les citer, mais on pourra les citer très bientôt. Mais en tout cas, Mhm. c'est une grosse boîte de BTP. On a de l'incubateur pour automatiser, par exemple, les candidatures des startups. On a Mhm. agence immobilière, on a eu agence de communication aussi, on a eu ESN, et ça va même jusqu'aux politiciens. Donc vraiment, What? ouais, Non. pas encore, on peut pas encore en parler. Ouais, tu peux, ouais, mais comment il est là? En fait, c'est assez Comment large il- parce que tu as le côté automatisation, tu as aussi le côté agent IA. Et des fois, des gens viennent nous voir en nous demandant d'implémenter des agents IA typiquement. Et ça parle à beaucoup de gens, tu vois. Même juste se former un peu à l'IA, comprendre un peu comment est-ce que l'IA peut être utilisée dans leur business. C'est pas ce qu'on proposait de base. Donc là, si tu veux, notre service il s'articule en deux temps. Je pense qu'on en a parlé un peu avec Adam, mais Mhm. on a le côté audit qui est quasiment obligatoire pour tout le monde. Mhm. Euh, on va vraiment, à travers des workshops, comprendre le business de la personne, cartographier le business, l'entreprise, euh, Mhm. voir un peu les points bloquants, les goulots d'étranglement, Mhm. poser des. Interroger chaque partie prenante dans l'organisation pour comprendre en profondeur. En tout cas, c'est ce qu'il a fait chez nous, comprendre en fait c'est quoi ta journée type, qu'est-ce que tu fais de 8 heures à 18 heures et à partir de là, tirer des conclusions. Tu sais très bien comment ça se passe alors. Ouais. Super. Donc, Wow, après, c'est super intéressant. Mhm. donc, une fois que ça c'est fait, il y a un rapport d'audit qui est fait sur tout ce qu'on a pu découvrir dans des différentes entrevues, Mhm. et avec une cartographie assez claire et des opportunités d'automatisation et une recommandation aussi. Et une Mhm. fois que ça c'est accepté par le client, là on passe à la partie exécution où on met vraiment en place l'automatisation. Ça te demande quand même une certaine énergie, beaucoup de bandes passantes. Mais est-ce que il y a, c'est encore au début, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger justement à pas pricer cette partie audit-là? La partie audit elle est pricée, hein. Ah, Ouais, d'accord, je croyais qu'elle n'était pas pricée parce que je disais, ouais, ça, c'est quand même, ça demande du temps, c'est beaucoup de réflexion, ouais. c'est. Non, l'audit, Il y a déjà de l'ingénierie quand même dans ça, de cartographier comme ça tout le processus business. Donc, ouais, je non, l'audit pense que est ça fait quand payant. même. Toi, ce que tu as eu, c'était le code de découverte. Mhm, On essaie aussi déjà de donner un maximum de valeur dans le code de découverte. mhm. Mais ensuite, une fois que ça c'est fait, une fois que c'est accepté, on passe à la partie audit et là, la partie audit est payante. Donc, Ok, plus en profondeur que le code de découverte. ok. Si le pricing, ça c'est public ou c'est quelque chose qu'on ne dit pas? Ça dépend de la taille de la boîte. Ok. Et on est entre 1 000 et 3 000 euros pour les boîtes qu'on a accompagnées, mais c'est Mhm. plus si la boîte est beaucoup plus grosse. Parfait. Donc, dès lors qu'on a validé la partie cartographie, l'implémentation,
Là, il y a une proposition qui est faite suite à cette cartographie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mhm. Et l'exécution, elle se fait de A à Z par vous ou c'est des recommandations et ce sont les équipes de la structure qui doivent elles l'implémenter? Non, c'est nous qui faisons tout. Ok. Mm. C'est du clé en main ou on doit toujours faire appel à vous s'il y a des updates à faire? Les deux sont possibles. Là, on a eu les deux en vérité. On a eu du clé en main, beaucoup. En général, c'est ce que les gens aiment bien ça. Ou Mhm. bien, les structures sont vouées à évoluer avec le temps. Donc, des fois, en fonction de l'évolution de l'activité, les process changent. Donc, les Mhm. sessions doivent suivre en fait la durée de vie de l'entreprise et les évolutions de la boîte. Et donc, C'est hybride, quoi. comment, pardon? Hybride, quoi. Genre, ok, Ouais, vous donc, allez. si le client veut, nous, on peut rester euh, et proposer améliorer l'automatisation et la faire évoluer au fur et à mesure que la boîte évolue, quoi. Excellent. Merci beaucoup. Franchement, allez regarder la présentation là-dedans. Je vais mettre ça en description. Je pense que ça va être ultra complémentaire à ce que je viens d'échanger tantôt avec Maron. Dis-moi, est-ce que tu aurais un bouquin à recommander, Ah là là, je ne m'attendais pas à cette question. Un bouquin recommandé. à part celui de Robert Vina, Merci Bénédicte. Euh, Laisse-moi réfléchir. Si tu as un bouquin à offrir, franchement, un bouquin qui pourrait changer la vie de quelqu'un, c'est lequel? Euh, Donne-moi 5 secondes pour réfléchir. Euh, J'aime bien en ce moment les bouquins un peu à l'ancienne, parce que je trouve qu'il y a pas mal de sagesse un peu dans ces bouquins-là. Il y en a deux que j'aime bien. Mhm. Le premier, je dirais, c'est Only the Paranoid Survive, euh, Mhm. du fondateur d'Intel, du CEO d'Intel à l'époque. Mhm. Je ne sais pas s'il a un titre en français, mais en tout cas, ça parle de. Bon, c'est pas un livre sur la paranoïa, évidemment, mais c'est un livre sur les grands changements de marché. Donc, ça Ouais. explique comment, en fonction de l'évolution du marché, une boîte doit survivre à la crise en tout le temps évoluer avec son temps et avec son marché. Ça permet de. Enfin, ce qu'il explique, c'est qu'il faut savoir être en mesure d'analyser les signaux faibles et les différencier du bruit, les bruits du marché, pour vraiment prendre les bonnes décisions. Donc, il y a celui-là. Après, un livre euh, sur les OKR, mais bon, ça dépend du type de bois, donc je ne sais pas si c'est utile de le donner. Mais si je dois en donner un seul, je dirais celui-là. Nice. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer. Ah ouais, ah, c'est dur ce que tu dis. Euh, un dernier mot pour cette génération. Moi, ça fait beaucoup de gens hein, à qui parler. Je dirais, n'ayez pas peur de travailler dur, c'est tout. Honnêtement, tout est possible quand on travaille dur. C'est pas un truc bullshit que j'ai envie de dire, tu vois. J'ai juste envie de dire que on abandonne assez vite par paresse et tout est atteignable si on y met assez de temps et assez d'efforts. Mais bon, après, ça, c'est assez logique, hein. Il y a pas vraiment de leçons magiques à donner. Yes. On te contacte où, Aaron? Euh, je suis dispo, en tout cas contactable sur LinkedIn. Donc, je pourrais t'envoyer sur mon profil. Yes, on va mettre le lien en description. Principalement LinkedIn, en vrai. All right. Marwan, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Un débrouillard, c'est une personne un peu smart qui sait se sortir de situations compliquées. Et j'ai bien aimé la vidéo que tu as fait avec Oussama sur le sujet de son frère. Donc, je conseille aussi aux gens d'aller la regarder parce que ça, c'est une émission de vrai débrouillard pour le coup. Donc, ouais, savoir toujours se relever, toujours comprendre son environnement et avancer quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, mon cher Marwan. C'était super, c'était excellent cet échange-là. Parfois un petit peu technique, mais je pense que les gens ils vont comprendre. On a essayé de synthétiser du mieux qu'on pouvait. Allez regarder la présentation d'Adam, associé de Marwan, si vous avez l'intention de lancer une boîte ou si vous avez une boîte qui tourne déjà. Également, lisez ce bouquin sur la cybernétique de Robert Viena. C'est super intéressant. Et puis, contactez Marwan et Adam. Je vais mettre tous les liens en description. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous.
abonnez-vous. Et si vous voulez approfondir des sujets tech, IA, entrepreneuriat, on a encore de très gros épisodes qui arrivent. Restez branchés. Merci beaucoup. Merci, mon cher Marwan. À Merci. bientôt.